pense qu'il n'y a pas d'alternative. Pour préciser ma pensée, qu'il faille répondre au gap de trésorerie qui se présentait. La question, parce qu'il y a toujours une alternative, c'était est-ce que la totalité de la dette Covid est cantonnée à la CADES, ou l'alternative aurait pu consister à... alors je mets de côté les obstacles éventuels juridiques, mais d'un choix politique qui aurait pu consister à faire supporter par la dette de l'État une partie de cette dette Covid. Voilà. L'alternative était là. Et on sait bien que la gestion de la dette de l'État est différente de la gestion de la dette CADES, qui a ce côté extrêmement vertueux de rembourser capital et intérêt sur des temps ramassés, au nom d'un principe qui peut se discuter, qui est de dire la dette sociale est une dette liée à des dépenses de fonctionnement et elle n'a pas de raison d'être supportée par les générations futures. Mais bon... et la gestion de la dette de l'État est par essence différente, puisque on fait rouler la dette, on rembourse les intérêts et on réemprunte en espérant un jour que que la croissance soit supérieure au taux d'intérêt. Voilà, et donc c'est ce choix politique que je questionnais, et qui aurait pu être libérateur de marge de manœuvre pour le financement de la protection sociale. Mais voilà, je ne contestais pas la nécessité de dégager les ressources pour pouvoir honorer ce qui devait l'être. Mais c'est le choix du cantonnement de la totalité de la dette Covid des 136 milliards dans la structuration, même les 13 milliards de la dette de la dette hospitalière, de la reprise de la dette hospitalière dans le cadre du Ségur de la santé, pourrait se questionner au nom du principe que je viens de mentionner. Parce que là, pour le coup, on était sur de la dépense d'investissement. Et là, il n'y a rien de choquant à ce qu'elle soit supportée par les générations futures. Là, on l'a fait rembourser via la CADES sur un temps ramassé de 9 ans. Voilà. Ce qui est un délai d'amortissement pour de l'investissement anormalement court. Voilà, c'est tout. Alors, et après, j'entends évidemment, parce que rétrospectivement, on pourrait me dire, votre raisonnement, monsieur Guedj, te fracasse sur la réalité de ce que sont devenus les taux d'intérêt depuis la guerre en Ukraine, la crise de l'inflation, etc. Donc j'ai cette honnêteté-là. Mais à ce moment-là, et d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse la mesure du coût différentiel. Peut-être pour essayer d'avancer dans d'éventuelles propositions, est-ce que vous avez des données de comparaison avec d'autres pays, même si on sait bien que les systèmes de protection, de la protection sociale sont vraiment différents selon les pays, mais est-ce qu'il y a des modèles de gestion de ce qui pourrait s'apparenter à des dettes sociales dans d'autres pays? Est-ce que vous avez ça ou est-ce qu'il y a du benchmark qui est fait de votre part quand vous réfléchissez justement à faire la prospective pour les années qui viennent? Pour vous répondre, on n'a pas à date fait cet exercice de manière formelle. Je trouve que c'est intéressant en distinguant cependant deux choses. Il y a le benchmark sur le financement du système social, qui n'est pas du ressort de l'URSSAF Caisse nationale, et il y a le benchmark de comment on finance sur le marché un besoin de financement, un déficit de financement. Et sur ce point-là, on va regarder, mais je pense que c'est un bon axe de travail dans le cadre des réflexions dont on a parlé. Donc je pense que c'est quelque chose sur quoi on va travailler, mais qui n'inclut pas, parce que je pense que ça excède un peu notre mission et qu'il y a d'autres institutions pour qui c'est plus dans leur mission, de comparer les systèmes de protection sociale.